Bonjour, Luc Caron avec vous pour ce premier bulletin de la rentrée des infos TCBH en ce jour du 17 septembre 2025. M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, était de passage dans nos studios pour son topo du mois de septembre. Bonjour, Ghislain Vachon. Bienvenue à notre nouvelle saison 2025-2026 du bulletin d'information de la TCBH. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On commence l'année avec M. Bertin Denis ici, là, qui est à son... Bonjour, Bertin, ça va bien? Bonjour, Ghislain. Ça va très, très bien. Hey, ça achève, là, nos chroniques? Oui, nos chroniques achèvent. Là. Si tu m'en gardes une pour le mois d'octobre, ce sera la dernière. Bon, on va en garder une. C'est déjà... on a booké ça. Donc, ça me fait plaisir de commencer l'année avec vous. Donc, on va plein de sujets. On va y aller vite. Hey, il y a eu une lettre ouverte à propos des élections municipales. On m'a dit, Bertin Denis, le préfet, il est capable de commenter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Commenter ça, c'est la table régionale des élus municipaux qui s'est réunie à un moment donné. Puis, en année électorale, voyant venir l'élection, avec l'expérience des dernières années, le nombre fabuleux de conseillers municipaux, de maires que ça prend dans chacune des municipalités. Si tu comptes ça ensemble, là, les 144 municipalités, là, fois 7, ça prend du monde, ça prend beaucoup de monde. Quoique, on a eu, il y a certaines municipalités qui ont réduit leur conseil à 4 conseillers. Bon, ça va en éliminer quelques-uns, on va moins en avoir besoin. Mais, dans le fond, là, ce qu'on voulait faire par cette lettre ouverte-là, c'est vraiment encourager les gens à venir travailler pour leur population, à venir donner de leur temps, de leur savoir pour leur population, mettre leur couleur sur leur milieu. Je pense que c'est une belle occasion. Les gens ont peur, ils pensent que c'est compliqué. Ils pensent que c'est comme faire la TV, c'est compliqué. Mon Dieu, venez en faire, vous allez voir, ça n'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est pas une job de police, la job de conseiller municipal. C'est vraiment de s'assurer que notre population, que l'ensemble de nos populations est toujours au diapason des gens, de la communauté, de la vie en général, de l'avancement de la société. C'est important que les choses changent avec le temps. Au lieu de rester les paradigmes changent. Ça prend des gens qui vont s'assurer que leur communauté soit toujours au diapason là, de l'actualité. Au lieu de rester chez eux puis chialer. Bien, tu sais, c'est beaucoup plus facile d'être gérant d'estrade. C'est ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus valorisant d'être vraiment assis sur la chaise, assis autour du décisionnel de chacun de nos milieux. Ça fait que si vous regardez, là, essayez. Essayez, c'est l'adopter. Exactement. Hey, parlant de ça, là, il y a du changement aussi à CLD-MRC. M. Philippe Massé qui devient directeur. Oui. D'abord, notre directeur, là, Claude Dahl. Claude Dahl a été... est parti, bien pas parti, il était déjà directeur général du CLD et de la MRC. Il devient directeur général exclusivement du CLD, avec une aide là, temporaire, le temps de prendre le siège de la MRC. On a nommé M. Philippe Massé, on est extrêmement fiers de cette acquisition-là, à la direction générale de la MRC. Il va être appuyé au début de Claude Dahl pour s'assurer de la transition des dossiers. Et il est là depuis, je te dirais, le 22 juillet. Un bon CV, M. Massé. M. Massé, ce n'est pas le dernier venu. Bon CV. M. Massé prend son siège et il donne sa forme très, très rapidement dans chacun des dossiers qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je pense que quand la transition du préfet va venir, M. Massé va être assez solide, suffisamment solide pour prendre la mesure des choses et instruire son nouveau préfet. Là, ça a rentré tout de suite. Aussitôt que la MRC a dû dire oui, ça a fait bing, bing, bing ici sur notre courriel. La MRC des Basques appuie le prolongement de l'autoroute 20. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement vous êtes là, vous avez dit, bon, c'est assez, là? Bien, comment je vous dirais? Nous, depuis le débat de l'autoroute 20, depuis que l'autoroute 20 est arrivée à Notre-Dame-des-Neiges, la MRC des Basques n'a pas jamais mis sur le haut de la liste ce projet-là, considérant que l'autoroute 20 était déjà rendue dans les Basques. C'était une évidence. C'était une évidence. Il restait le pont à faire, puis ça continuait, puis
pour nous, ce n'était pas une priorité, ce n'était pas quelque chose d'urgent. On considérait que ça allait venir, puis que c'était dans l'ordre des choses, puis qu'on n'avait pas à travailler là-dessus. Parallèlement à ça, les gens de Saint-Fabien, les gens de Bic, les gens de Saint-Simon, eux, ont beaucoup plus d'urgence à recevoir l'autoroute 20. Je vous dirais que cet été, là, c'était presque impossible de s'intégrer dans le trafic, là. Les dernières mesures nous parlaient d'entre 10 000 et 12 000 voitures par jour. Moi, je pense qu'on a eu plus que ça cette année, là. Ça veut dire que c'était extrêmement difficile de s'intégrer le long de la 132, de s'intégrer dans le trafic. Là, les gens qui sont contre l'autoroute 20, ils vont vous dire, si vous mettez une autoroute 20, ça va augmenter le trafic. Non, non, ça va être le même trafic. Ça va être le même trafic qui va passer dans un endroit sécuritaire, avec des entrées très sécurisées, avec pas d'insertion là un peu partout. Parce qu'ils présentent puis ça va calmer la tension. Souvent, des études qui touchent Montréal, Québec, oui. Je veux dire, ici, ça n'augmentera pas. Non, ça va être le même trafic qui va rester, qui va juste se déménager. Le trafic urgent, le trafic direct va rester sur la 20 et le trafic local va devenir calme, tranquille, sécuritaire pour l'ensemble des usagers de la route, là, puis je te dirais, des terres avoisinantes, là, les terres, les maisons, les montées, on va être capable de s'intégrer de façon sécuritaire sur la 132. C'est comme ça que je vois la 132 améliorée. De toute façon, nous, porte est ouverte, hein, nos zones sont ouvertes aussi aux opposants du projet. On attend toujours qu'ils viennent discuter de leur point. Mais pour finir avec l'autoroute 20, on avait des pressions, on avait des demandes du côté ouest là, de la MRC pour que la MRC se prononce. On a simplement fait une consultation lors d'une séance publique des maires, puis, je veux dire, 9 sur 10, incluant 10 sur 11, incluant le préfet, là, sont en faveur de l'autoroute 20. Mais, tu sais, on ne déchirera pas notre chemise pour ça, là. Ce qu'on a fait au dernier conseil, c'est qu'on a appuyé une résolution du groupe de pression là, de On veut la 20, qui disait simplement qu'on demandait au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, de continuer leurs études pendant le moratoire qu'ils ont mis au PQI d'ici à 2030. C'est simplement ça qu'on a fait, là. On n'a pas fait de débat là, en faveur ou contre la 20, là. On a simplement signifié au gouvernement du Québec de profiter de ce temps-là pour terminer les études. Fait que quand on se mettra en construction, bien, on construira. C'est simplement ça, là. Il n'y a pas de débat là-dedans. Bon, mon Dieu, on va dans la suite des choses. Hey, les capsules du plan climat. Tu sais, je vous avais annoncé ça il y a quelques chroniques, là, que le gouvernement du Québec demandait au MRC de faire un plan climat de chacun de l'MRC. Bon, on a commencé les choses. Dans ce plan climat-là, il y a des consultations, d'une part, pour que la population donne son mot, que la population mette sa couleur sur ce plan climat-là. Et en même temps, on a fait des capsules de façon à donner des exemples, à donner l'eau à la bouche, à donner de l'argumentaire aux gens pour intervenir dans ce plan climat-là, parce qu'on va ramasser plein de données qu'on va mettre dans le plan climat. Pas seulement pour constater qu'est-ce qui existe, mais essayer de faire miroiter où on veut en venir, qu'est-ce qu'on veut comme région, qu'est-ce qu'on veut. Comme plan de développement. Oui, comme plan, comme façon de s'assurer d'avoir un avenir intéressant au plan du climat. Ça, le plan, de toute façon, c'est disponible sur le site de l'MRC, j'imagine. Tout à fait. Donc, là, il y a les transports ici intermunicipaux. Bon. Ça, c'est un autre beau dossier là, qui est extrêmement long. Là, puis ça fait longtemps qu'on entend parler. Qui est jamais au gouvernement du Québec, là, en grande partie. Je vous dirais que c'est depuis 2015 qu'on travaille là-dessus. On a commencé par faire une grande consultation à grandeur du Bas-Saint-Laurent. C'était suite à des menaces d'Orléans Express de couper le service parce qu'il n'y arrivait pas, parce qu'il n'y avait pas assez de trafic, etc., etc. Fait que plus tu diminues le trafic, moins il y en embarque. Bon. Ça, c'est comme les caisses populaires. Là. L'appétit vient en mangeant, puis l'inverse aussi. Exactement. Tandis que Tim Hortons puis McDonald's, les autres, c'est le contraire. Si ça baisse, bien, ils augmentent l'offre. Ça marche. Oui, ça marche à tout coup.
On a organisé, on a créé une régie intermunicipale inter-MRC de transport collectif. On a eu une rencontre hier. On est encore au même point sur le financement. Le gouvernement du Québec ne veut pas nous donner les 2 sous. Du litre d'essence pour financer ça. Avec 2 sous, on allait chercher 5,8 millions, ce qui comblait notre besoin. Ce qui était payé, ce qui faisait que les gens qui voyagent chez nous, qui n'habitent pas chez nous, payaient leur juste part. Comme nous, on paye quand on va en ville à Montréal. On paye notre juste part. Bon, ce qui fait que si je ramène ça à des chiffres précis, là, si on met le 2 cents du litre d'essence, ça coûte 22 piastres par utilisateur de véhicules automobiles qui vont payer. Et si par année. Si on accepte la proposition du gouvernement de mettre une taxe sur les immatriculations, juste des résidents du Bas-Saint-Laurent, c'est 68 $ que ça va coûter par véhicule immatriculé par année. Fait qu'on s'entend que nous, il devrait y avoir une justice au Québec, là. La justice, elle veut que tout le monde paye égal, paye sa juste part également dans l'ensemble du Québec. Bien, on ne veut pas payer plus que les gens, les gens qui vont à Montréal, qui vivent là et qui bénéficient d'un transport collectif beaucoup plus développé qu'ici. De toute façon, qu'on subventionne par la bande au oui, point, en plus de la taxe sur l'essence. Hey, l'autre point, regroupement des incendies. Mon Dieu, ça regroupe. Bien, le regroupement des incendies, ça aussi, là... Des incendies, on ne fera pas un gros feu, là. Non, c'est au balbutiement, je vous dirais, c'est au balbutiement. On avait demandé, il y a à peu près 1 an, de faire une étude de potentiel, de possibilité de regroupement de nos services incendies. On se rend bien compte, avec les années, les exigences gouvernementales, les plans de gestion... le schéma de couverture de risque incendie, les exigences augmentent. Ce qui fait que les petites municipalités, les petits services ne peuvent pas se payer ça. On ne peut pas se payer un camion à échelle. Là. On ne peut pas s'en payer un dans chacun de nos services incendies. Il faut absolument mettre en commun. Puis les pompiers, c'est devenu une denrée rare parce que les exigences de formation sont de plus en plus élevées. Ça fait qu'on veut essayer de faire profiter chaque service incendie de l'expérience des autres. En même temps, ça donne l'occasion aux pompiers d'être plus actifs, d'être plus efficaces dans leurs interventions parce qu'ils vont en faire un peu plus. Là. Ils vont pouvoir faire s'échanger s'échanger du matériel d'une part et faire des pratiques ensemble pour avoir des méthodes de travail qui se ressemblent. Je vous dirais que ça n'a que des bons côtés. Majoritairement des bons côtés parce qu'il y a un mauvais côté. C'est que ça enlève... Je vais faire attention à ce que je dis, là. Ça enlève le pouvoir d'un petit milieu sur son service incendie. Ça diminue le pouvoir des petits milieux sur leur service incendie. Ils ne peuvent pas dire « à soir, on ne sort pas ». Mais c'est un pouvoir extrêmement éphémère qu'il faudrait comprendre que c'est un pouvoir qui ne vaut absolument rien, là. Considérant les exigences qui sont... Gouvernementales, une autre affaire quand la maison brûle. C'est ça, exactement. T'aimes ça avoir l'aide de tes voisins? C'est ça. Bon, si elle est déjà programmée, cette aide-là, là, il me semble que ça va aller mieux, ça va aller plus vite. Au lieu de prendre le téléphone, hey, venez nous aider, exactement. Je pense qu'on viendra pas à bout. Ça ne fonctionne plus par téléphone, mais ça ne fait rien. C'est tous ces délais là, de call-là que ça peut éviter. Là. Mais c'est au balbutiement. Il y a une proposition de fait là, de créer 2 régies sur l'ensemble du territoire. De toute façon, les gens on peut commencer par juste une régie. Les gens, s'ils vont aux rencontres de la MRC, ils vont nous entendre parler de ça. Hein? Bien, il y a un point là, presque statutaire là, à chaque... Aller aux rencontres de la MRC. Oui, on va dans chaque municipalité. Là. Vous allez savoir de quoi qu'on parle ici quand le préfet vient. À chaque mois, on change de municipalité. C'est parce que, vous savez, là, les gens... la politique, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais la politique s'intéresse à vous. Si vous ne vous intéressez pas à elle, elle s'intéresse à vous. Donc, intéressez-vous donc à la politique. C'est bien dit. Ouais. Hey, retour au travail. Bien, le retour au travail. C'est pas juste nous autres qui commençons. On est en début septembre. La Convention sociale veut que le début des classes, c'est comme le début de l'année. C'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances. C'est le début de quelque chose de nouveau,
de projets qui commencent à se mettre en place. C'est la même chose à la MRC. Là. Les gens commencent à rentrer au travail, les bureaux se remplissent tranquillement, pas vite. On a des projets, chaque intervenant est assigné à des choses précises, puis le travail va commencer, la vie va recommencer à suivre son cours. Hey, là, vous avez fait un appui à l'urgence de Pointe-Égamouk. Ben oui. Ils ont-ils le même problème que nous autres? C'est dans la foulée là, des propositions de fermeture du CIS là, pour régler leurs problèmes budgétaires. On n'a pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles, on n'a aucune nouvelle. On essaie de parler à notre députée. Elle nous dit que elle et le ministre des... De toute façon, ça ne sera plus les mêmes, là? Ben non, oui, elle, je ne sais pas, mais le ministre de la Santé va rester ministre... Ben, il est censé rester ministre de la Santé, on verra cet après-midi. Mais il ne sortira rien tant qu'eux autres ne le sauront pas. Puis ils sont censés nous avertir au moment où la décision pourrait être prise. Ce qu'on entend dire par les branches, non, pas puis par là, les branches. Pointe-Égamouk, c'est la même affaire. Oui, c'est la même affaire. Que ce soit eux autres, que ce soit nous autres, c'est la même situation. Ils veulent nous fermer pour... Progressivement. Oui, fermer d'abord la nuit puis la fin de semaine pour ménager de l'argent au 6 Bas-Saint-Laurent. Sans faire attention que... Est-ce que Rivière-du-Loup et Rimouski sont capables de nous recevoir? Ça, l'histoire ne le dit pas. J'ai eu des échos, ils ne sont pas intéressés. Je sais que Rivière-du-Loup n'est pas très intéressé. C'est pas très intéressé. Donc, ça fait qu'on est là. Appui. On a hâte, on n'a pas hâte. Là, on espère que ça va se résoudre là, à notre gré, à notre manière. On entend dire que présentement, ils sont en train de faire une étude sur l'ensemble des urgences au Québec. Bon, qu'est-ce que ça va donner, cette étude-là? Fouille-moi. S'ils la font faire par quelqu'un de Montréal, entendons-nous que ça sera très gagnant pour nous autres. Ça ne ressemblera pas en tout à ce qu'on devait choisir. Non, probablement que ça ne ressemblera pas à ce que nous autres, on souhaite. Non. Hey, programme Nouveaux Horizons. Bon, ça, c'est la saison. Ça revient chaque année. Le programme Nouveaux Horizons, c'est un programme fédéral, c'est un programme de subvention pour les organismes à but non lucratif. Les fabriques sont admissibles. Ça touche les 50 ans et plus. Ça touche les 50 ans et plus. Puis ça touche des organisations qui couvrent moins que 50 ans et plus, à condition qu'il y ait des 50 ans et plus. 50 ans et plus dedans. C'est la saison. Ils ont jusque, je ne me rappelle plus, là, au 19 septembre. Vous n'avez pas loin. Ouais, mettons, si vous n'avez pas de projet, là, vous n'êtes pas en avance. Non, c'est ça. Il faut déjà avoir un projet. Il faut le présenter. Moi, là, de ce temps-là, je signe des lettres d'appui. Vous êtes borderline, vous n'avez pas le projet. Pour l'avoir déjà demandé, non, vous êtes borderline. Non. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un comité de sélection qu'on ne connaît pas. Essayez, hein? Oui, le député fédéral a un mot à dire là-dessus, semblerait-il. Moi, je n'ai jamais été député fédéral, même si j'ai essayé pour savoir comment ça marche. Là. Mais appliquez, là, si vous avez un projet, appliquez, appelez, allez voir sur le site Internet, remplissez le formulaire. Moi, je vais vous faire je vais vous faire une lettre de référence, une lettre d'appui si vous avez besoin. Allez, on termine ça avec les élections 2025. Les élections de 2025, on en a parlé un peu tantôt. À la MRC, on va commencer par la MRC. La MRC, il n'y a pas eu d'élection depuis, je dirais, 20 ans. 20 ans, ouais. André Leblanc avait été la première, mais la deuxième, il avait été par acclamation. Ça fait longtemps. Depuis 20 ans. On n'est pas habitué à ça. À chaque 4 ans, on se prépare comme s'il y avait des élections. Là, cette année, on se prépare aussi comme s'il y avait des élections. Il y a des méthodologies, il y a nos officiers suivent des cours. Là, présentement, il y a 2 candidats officiels. Il y a un 3e candidat qui nous a dit encore mercredi passé qu'il était encore en réflexion. De toute façon, on les invite, les candidats. Il y en a un qui a pris son billet de saison chez nous. Là. Il sait comment ça fonctionne, la télé. Donc, c'est ça, on invite tous les candidats. On est ouvert à tout le monde. Oui, il y a un candidat qui nous écoutait, religieusement. Puis j'ai toujours eu des bons commentaires de cette entrevue-là. Là. Ça fait que c'est pour ça que je vous dis, là, les autres, tous les candidats, on ne favorise pas un en particulier, mais si vous ne vous présentez pas, on n'ira pas vous chercher. Mais à part ça, puis les élections, sinon... ensuite de ça, tu as des élections dans les municipalités. On verra comment ça se passe. Tu
sais, ça ne sert à rien de poser des questions au président d'élection. Il faut qu'il garde une espèce de secret là, sur le nombre de billets, de formules de présentation qu'il délivre. On verra à partir du 3 octobre. Le 3 octobre, c'est la fermeture des mises en candidature. On saura à ce moment-là qui est sur les rangs dans chacune des municipalités. Ça prend Moi, à la combien de ville, signatures? j'entends pas de... Pour se présenter, ça prend combien de signatures? Bien, ça dépend de la population. Dans les petites municipalités, c'est 5. Au préfet, de mémoire, c'est 10. Donc, c'est pas impossible, hein, c'est 10 signatures. Oui, il y a des villes là, que c'est 50, là, mais je ne serais pas capable de vous dire c'est quoi le barème. Trois pistoles doivent être un peu non, plus. ils doivent être à 10, là. Okay. Fait que c'est ça, de toute façon. Mais là, présentez-vous, hein? Même si vous êtes en réflexion, présentez-vous. Mais 10 signatures, c'est pas dur à trouver, là. Non. Je veux dire, dans la famille. Ben oui, c'est juste la famille, ça fait le job. Mais c'est parce qu'on en manque, hein? Ça paraît pas évident, là. Avant, les gens se battaient pour avoir les postes. Maintenant, on les bat pour qu'ils les prennent. Non, c'est parce qu'avant, c'était un titre honorifique. Maintenant, il y a un débat. Ça crée un débat parce que les officiers municipaux ont des tâches, ont des responsabilités plus grandes qu'il y a 50 ans. Là. Ben, c'est sûr que quand le chemin est entretenu avec les chevaux, puis... Oui, qui n'était pas entretenu. Ouais, donc les calvettes se faisaient à petite pelle, c'est sûr qu'il y avait exactement. Ah, oui. Mais présentez-vous. Écoutez, ça en prend. Hein? On regarde dans les municipalités. Est-ce que les municipalités dans les Basques, il doit y avoir beaucoup de municipalités que les conseils de ville, les conseils municipaux ne sont pas complets? Là? Bien, présentement, les conseils municipaux sont tous complets, sauf Saint-Médard, ils sont tous congédiés là, parce que c'est la commission municipale. Mais ils vont revenir complets. Mais je pense qu'à Saint-Médard, ils ont adopté la règle du 4 conseillers. Là. Un maire, 4 conseillers. Là, le maire, à ce moment-là, il a le droit de vote pour briser l'égalité. Oui, c'est ça. OK, donc c'est ça. Bien, de toute façon, présentez-vous. Hein? M. Denis, merci de nous avoir ouvert la saison comme ça. On se revoit en octobre. Bien, c'est bien apprécié. Merci beaucoup de cette occasion-là que vous me permettez de parler à la population. Sinon, il faudrait que je fasse ça, je te dirais, du porte-à-porte pour expliquer comment ça va. Mais je pense que la télé, ça entre dans tous les foyers et c'est une belle occasion. Bien, on espère qu'on est là pour le communautaire. Hein? On espère qu'on est là pour la communauté et que la communauté se sent bien servie. Sinon, envoyez-nous vos commentaires. On va oui, les feedbacks, c'est important, les feedbacks aussi. Là. Nous autres, on marche beaucoup aux commentaires négatifs ici parce que c'est rare que les gens appellent pour nous féliciter, dire « Hey, c'est bon », mais c'est quand ça marche pas, ils appellent. Parce que les bonnes nouvelles, ça fait pas... Ça fait pas vendre. Non, c'est ça. Ça fait pas vendre. Mais maintenant, on est heureux de vous apprendre. On a réussi à rétablir le signal pour les célébrations de la messe. Ah ouais? Oui, okay. Donc, c'est ça. Bien, bienvenue encore une fois en 2025-2026 et puis, je vous dis à la prochaine. Madame Amélie Brière est venue nous informer de l'état du financement du patrimoine religieux au Québec. Bonjour, Ghislain Vachon à nos studios en compagnie de Amélie Brière. Bonjour Amélie. Bonjour Ghislain. Ça va bien? Oui, très bien. Hey, tu viens de nous parler d'un sujet, là, on est joyeux, tu viens de nous parler d'un sujet un peu plus triste. Hey, le gouvernement a coupé, des sommes là, pour les subventions pour le patrimoine religieux partout au Québec. Oui, l'annonce a été faite, en fait, c'est en juin. Ce qui a été annoncé, c'est qu'il allait y avoir une réflexion qui allait être faite sur la gestion du patrimoine religieux. Puis le Conseil du patrimoine religieux qui gère là, notamment 2 programmes. OK, ça, c'est pas un mot inventé à 3 pistoles en passant patrimoine religieux. Non, là, ça existe partout au Québec et partout sur la planète. Okay. Donc, le Conseil du patrimoine religieux, eux autres, ils gèrent 2 programmes. Ils géraient 2 programmes. Le programme d'aide à la restauration, donc pour les bâtiments qui sont plus anciens ou qui ont un intérêt architectural prononcé. L'église de Saint-Simon, l'église de Trois-Pistoles, l'église de Saint-Clément. En fait, tous les bâtiments qui sont cités, classés, avaient accès là, à ce programme-là pour la restauration. Cité classée, c'est protégé. Puis l'autre programme, c'était pour la requalification, la réutilisation des lieux de culte. Donc, ces 2 programmes-là... Donc, la réaffectation d'usage du bâtiment. Oui, c'est ça exactement. Donc, ces 2 programmes-là ont été arrêtés
Donc, là, ça a été annoncé en juin. Il n'y a pas eu trop d'écho. Bon, c'était la veille de la fête nationale. Il y a une autre annonce qui a été faite en juillet. Du gouvernement, ça? Oui, ça, puis la veille de Noël? Oui. Puis en juillet, bien, il y a une annonce qui a été faite comme quoi qu'il y avait un comité qui avait été formé pour justement se pencher sur la gestion du patrimoine religieux. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec fait partie de ce comité-là. Puis moi, je suis sur la table. Il y a une table Bollancienne. Chaque région a une table qui est liée. C'est une table de concertation qui est liée au Conseil du patrimoine religieux. Et même vous, là, vous n'avez pas averti? Non. Bien, même le Conseil du patrimoine religieux ne le savait pas. Là. Ils l'ont su... ils ont été les premiers probablement à le savoir, mais ils ne savaient pas eux autres non plus. Ce qu'on savait, c'est que le programme qui devait ouvrir au début de l'année n'était pas ouvert. Donc, février, il n'y avait pas d'annonce. Mars, il n'y avait pas d'annonce. Donc là, ça annonçait mal. La table de concertation du patrimoine religieux du Bas-Saint-Laurent, nous autres, on souhaitait justement émettre une lettre pour dire, informez-nous, il y a des gens qui sont prêts à déposer, leurs dossiers sont prêts, ils aimeraient ça déposer au programme. Puis finalement, en juin, c'est ça, c'était annoncé que le programme était coupé. Il va probablement avoir un autre programme. Par contre, ce que la table, nous autres, c'est ça qu'on dénonce, c'est le fait que pendant qu'il y a le comité qui a été formé pour se pencher sur la gestion de ce patrimoine-là, en parallèle, les sommes, ils ne continuent pas à être octroyées. Et on pense que oui, ça peut nuire à notre ici, patrimoine dans la région, religieux. c'est quoi l'impact? Sur le territoire de la MRC des Basques, où on peut déborder un peu là, de chaque côté aussi, là, Rivière-du-Loup, Rimouski, puis Témiscouata, c'est sûr que, on ne sait pas nécessairement quelle église ou quelle fabrique ou quel comité allait déposer, parce qu'ils n'ont pas déposé. Mais il y en a qui déposent régulièrement, donc à chaque année, aux 2 ans, aux 3 ans, aux 4 ans, dépendamment des projets. Fait que c'est sûr qu'on peut supposer que l'Île Verte aurait déposé, la cathédrale de Rimouski. Oui, puis probablement peut-être restauration aussi, l'église de Trois-Pistoles. Je sais que Saint-Clément, moi, je les accompagnais pour qu'ils puissent déposer pour l'aide à la restauration. C'était pas des gros chantiers, mais quand même, il y avait un projet qui était prêt à déposer. C'est sûr que, eux autres ne peuvent pas déposer, donc il n'y a pas de sous, pas pour 2025, probablement pas pour 2026, parce que le chantier... Non, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde est dans le même bain partout au Québec, pas juste ici. Rimouski, la cathédrale, ça va crier. Fait que c'est des chantiers qui sont, je dirais pas nécessairement qu'ils sont en arrêt, oui puis non, parce que, je veux dire, quand les gens avaient les sous, les subventions, ils faisaient le chantier. Des fois, il y a des dépassements de coûts. Des fois, on est obligé de rephaser le projet parce que, justement, il devient trop gros financièrement. Tu sais, on enlève les pierres, puis à un moment donné, on trouve de quoi? Oups, tu sais, il y a autre chose. Donc, à ce moment-là, quand il y a un rephasage de projet, bien là, les fabriques ou les comités, les propriétaires redéposent l'année d'après pour poursuivre le chantier. Fait que là, ça c'est pas possible pour 2025, fort probablement pas pour 2026 non plus, parce que la table qui se penche, là, sur le comité qui se penche sur la gestion du patrimoine religieux, dans le comité, ça disait que leur rapport allait probablement arriver à la fin 2026. Donc, ça n'ira pas avant 2027, avant probablement des programmes. Bon, c'est beaucoup des suppositions, mais ce qui reste, c'est que présentement, il n'y a pas de programme cette année, puis il n'y en aura fort probablement pas l'année prochaine. Puis oui, année d'élection, si je ne m'abuse. Année de plein de choses. Puis c'est ça, fait que là, ça risque de, démotiver les comités, qui beaucoup sont des comités bénévoles. Puis là, je ne parle pas nécessairement juste dans les Basques, là, mais c'est sûr que ça donne un coup, là, pour ceux qui attendaient après ça. Donc, ça peut démobiliser un peu les bénévoles. Puis, ça peut aussi, au niveau du patrimoine bâti, faire en sorte que s'il n'y a pas de subvention, puis on ne réussit pas à trouver d'autres subventions pour le faire, on aggrave la situation. Là. Des fois, si c'est des infiltrations, si c'est une toiture qui doit être restaurée, des infiltrations qu'il y a par les fenêtres, des choses comme ça, plus on retarde ces travaux-là, plus ça dégrade. Plus c'est ça se dégrade. Puis plus ça se dégrade, plus en bout de ligne, ça va coûter cher. Donc, on fait grossir la facture. Non seulement on fait grossir la facture pendant cette année et l'année prochaine, mais aussi on augmente le nombre de projets qui vont être déposés quand ça va ouvrir. C'est ça. Fait que là, on a 2 ans, peut-être 3 ans qui vont se rajouter à l'année qui va être en cours. Donc là, on va avoir plus de projets.
Est-ce qu'il va y avoir plus de sous? Il faut, parce que même déjà là, c'était comme pas suffisant avec les besoins du milieu. Puis, il ne faut pas se le cacher, l'apport réutilisation des lieux de culte pour en faire soit des salles communautaires, des salles de spectacle ou autres projets, bien, ça augmente de plus en plus. Donc, ça, ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement très présent il y a 10 ans, 15 ans, mais là, ça s'accélère énormément. Fait que ces demandes-là sont de plus en plus grandes. Donc, les candidatures sont de plus en plus nombreuses et les enveloppes ne l'étaient pas nécessairement. Fait que c'est un peu ça que la table dénonce, c'est le fait qu'on arrête ces subventions-là. On salue, par contre, qui est la mise sur pied du comité, il faut que ça se fasse, parce que justement, on est vraiment dans une période de transition, il ne faut pas se le cacher. La société québécoise a commencé à se laïciser il y a plusieurs décennies. Tu sais, avant, les communautés religieuses étaient présentes dans le système de santé, dans le système d'éducation et tout ça. Donc, ça fait comme un peu partie du processus culturel de la société québécoise. Donc là, bien, on est rendu là. Tu sais, il y a moins de monde dans les églises, il y a moins de gens qui contribuent financièrement. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, ça coûte très cher maintenir une église. Oui, on ne parle pas de restauration. La garder à 5 degrés là, pour pas qu'elle se dégrade. Un petit peu plus. Il faudrait que ce soit un peu plus que 5, là, Ouais, plus du 10-12. À 5 degrés, on peut dire, là, ça ne gèle pas. Là. Coûte une fortune. Fait que c'est des coûts énormes. T'sais, les gens ne le savent pas, mais juste en chauffage, pour une église, ça peut être dépendamment de la grosseur du bâtiment, évidemment. C'est du 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000 par année. 70 000 je pense, c'est plus les assurances qui se chiffrent aussi en dizaines de milliers et 20 000, dépendamment aussi du lieu. Fait que là, c'est juste chauffage, puis on s'entend, il ne fait pas chaud. C'est assuré, puis c'est assuré pas pour une reconstruction à neuf, là, on s'entend. Fait que ça, c'est juste pour maintenir, puis il ne se passe rien là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que c'est des frais qui sont énormes pour les fabriques. Et c'est pour ça qu'il faut... Il faut que l'État s'implique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait... Oui, l'État s'implique, puis il faut qu'il y ait d'autres formes de revenus. Puis en même temps, mais si on regarde juste, tu sais, ce sont des gros bâtiments qui sont maintenant peu utilisés. Tu sais, s'il y a une messe ou une célébration de la parole par semaine, ça fait 4 heures dans un mois, puis on peut peut-être ajouter un mariage, fait que ça fait 5 heures. Fait que 5 heures pour des immenses bâtiments comme ça par mois, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est qu'on n'exploite pas au maximum le lieu, là, présentement. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu tout ça. C'est le changement aussi là, de la société québécoise. Puis oui, c'est correct qu'il y ait un comité qui réfléchisse, où on va mettre l'argent, puis quels sont les critères peut-être qu'on devrait mettre. Mais en attendant, il y a des gens qui sont prêts à déposer, qui ont des projets. Puis ça risque de coûter plus cher pour eux dans 2 ans et 3 ans. Peut-être qu'il y a des projets qui ne pourront juste pas se faire. Là. Fait que c'est ce qu'on dénonce, en fait. Là. Bon, on espère que ça va changer. Et merci beaucoup, Amélie, d'être venue éclaircir ça, parce que souvent, ça, c'est des... Nous, ici, à la télé, dans les radios, dans tous les médias, on reçoit beaucoup de communiqués de presse. Que les médias ne les retransmettent pas, ça, c'est autre chose. Nous autres, on essaie de retransmettre ce qui ne se parle pas ailleurs. Oui. Et puis, c'est ça. C'est le fun par entrevue, ça permet d'éclaircir les choses. Oui, parce que quelqu'un a relu ça sur un papier. Fait que ça nous touche aussi. Oui, c'est un communiqué qui a été lancé pour le Québec, puis pour le Bas-Saint-Laurent, mais oui, ça touche aussi les Basques, la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC de Rimouski-Neigette, la MRC du Témiscouata aussi. Donc. Bon, la population, soyez-en informés. Vous en êtes informés. Maintenant, il va falloir s'impliquer pour nos bâtiments. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. Ça fait plaisir. Et puis, à la revoyure. À la revoyure. C'était Justin Lachon, ici à Trois-Pistoles. Madame Geneviève Renard, directrice des services de loisirs de la ville de Trois-Pistoles, nous fait part des activités en cours pour ce mois-ci. Bonjour tout le monde, donc Geneviève Renard du service des loisirs et de la culture de la ville de Trois-Pistoles. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver en ce presque début d'automne. Donc on est rendu presque à la mi-septembre déjà et on reprend nos capsules donc mensuelles qui vous informera des activités qu'on organise pour vous à chaque mois. Là, j'ai plein de papiers aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis ma mémoire va faire défaut, fait que j'en fais des petits bouts à la fois. On commence notre programmation avec, dès le 15, les possibilités d'inscription dans les diverses activités de la ville. On a des nouvelles activités offertes au niveau de la culture,
qu'on appelle les rendez-vous créatifs. Donc, pour les gens qui ont des disponibilités en journée, un mardi sur deux, il va y avoir des ateliers. On commence avec de l'aquarelle. Je crois qu'on commence avec du transfert d'image, il y a de l'aquarelle, il y a du modelage. Il y a vraiment toutes sortes de techniques artistiques qui vont être présentées. C'est des blocs de 2 semaines à chaque fois. On fait 2 semaines de chaque technique. Et on a, grâce à l'entente de développement culturel, pu réduire les coûts de ces ateliers-là à 30 $ pour 6 ateliers. Donc, on vous invite à regarder la programmation. Il y a le guide des loisirs qui est sorti dans les dernières semaines, que vous avez trouvé peut-être dans votre bulletin municipal. Sinon, il y en a justement à l'Hôtel de Ville. Il y en a un petit peu partout dans nos infrastructures aussi. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ça. Vous avez de l'information sur, oui, nos activités, mais aussi sur ce qui est proposé par les organismes communautaires ou sportifs, culturels dans tout Trois-Pistoles. Donc, matinée créative, rendez-vous créatif. On a des ateliers de percussion aussi avec Suzanne Lavoie, Joseph Wadjiri. Donc, 5 ateliers de percussion qui vont se donner vers la fin septembre jusqu'à quelque part au mois de novembre. Donc, c'est toutes des nouvelles activités là, qui sont proposées par le service des loisirs et de la culture. Et on a les cours de guitare offerts par Donald Gagnon aussi. Alors, et ensuite, dans notre programmation thématique, vous avez peut-être vu passer le visuel de ce mois-ci ou des 2 prochains mois. Nos programmations thématiques reprennent. Dans le fond, pour septembre-octobre, on parle de la littérature. Donc, on va avoir une exposition pour saluer, en fait, Victor Lévy-Beaulieu, donc l'œuvre de Victor Lévy. L'œuvre est également, l'intégralité ou presque de l'œuvre est accessible à la bibliothèque, donc on a tout sorti ça, c'est mis à l'évidence, fait qu'allez jeter un œil, vous allez voir, on reste surpris de l'ampleur de l'œuvre de cet homme. Le 19 septembre, on reçoit Myriam de Gaspé, donc autrice qui est maintenant habite Trois-Pistoles, qui a écrit L'Embouchure, qui est sorti en avril dernier. Donc, elle va venir nous parler de son livre, oui, mais de la manière d'écrire, de ce qui l'intéresse dans tout ce monde de littérature-là et tout. Donc, elle sera là le 19 septembre à 18h30 à la bibliothèque. Ensuite, le 23 septembre, on a notre programmation Cinébasque qui revient pour l'automne. Donc, on a le film, en fait, c'est le documentaire de Manon Barbeau sur Victor Lévy-Beaulieu, Du bord et des bêtes. Donc, on vous invite à venir visionner ce documentaire et on aura des invités avec nous là, pour venir faire une discussion après le documentaire qui ont bien connu Victor Lévy et qui vont être là pour discuter de l'œuvre et tout. 27 septembre, on s'embarque dans un nouvel événement qu'on a décidé de faire à Trois-Pistoles qui s'appelle Trois-Pistoles à l'avant-scène. Donc, c'est pour les Journées de la culture le 26, 27 et 28 septembre. 3 jours qui sont reconnus à travers tout le Québec comme étant les Journées de la culture. Et nous, cette année, on fait un Trois-Pistoles à l'avant-scène. Le vendredi soir, on sera à la Forge à Bérubé avec des artistes amateurs, des artistes de la scène, donc chanteurs, on a des musiciens, pianistes, on a de l'humour, on a un peu toutes sortes d'amateurs, en fait, d'artistes amateurs qui vont venir à la Forge faire des petits bouts pour vaincre peut-être le trac. Ils vont être accompagnés par Marie-Lie Bilodeau à l'animation. On a mis aussi Olivier Lebel au son éclairage. Donc, ils vont être accompagnés par des experts, puis ils vont aller vivre une expérience professionnelle à la Forge à Bérubé. Donc, on vous attend le vendredi 26 en soirée. Il y a tous les détails là, qui vont se retrouver un petit peu partout en ville, sur des affiches, puis aussi sur nos réseaux sociaux. Le 27, on se retrouve dans le fond pour voyons, je ne te dirais pas. C'est les expositions, c'est un vernissage en fait. On a 3 artistes, encore une fois, artistes amateurs en art visuel qui ont des collages, des photos et des modelages qui vont venir présenter. Et en même temps, on lance l'exposition sur Victor Lévy-Beaulieu. Donc, vous comprendrez que notre thématique littérature, elle vient aussi pour saluer ce grand homme. Donc, on sera là en après-midi de 14h à 16h le 27. Ça va se passer au Centre culturel, donc on vous invite à être présent. Et en même temps, on fait le lancement du parcours littéraire pour les enfants. Ça s'appelle Bandits des mers. Donc, partout dans la bibliothèque, il y a des petites affiches et on peut
On a des nouveaux appareils là, électroniques pour nous aider à faire ce parcours-là. Donc, c'est un parcours ludique où on vient lire une histoire, mais en même temps, il y a des images qui sortent des écrans et tout ça. Donc, on vous invite à venir visiter la bibliothèque pour ce faire. Après ça, bien, on a commencé notre patin libre, hockey libre. Ça commence déjà cette semaine, en fin de journée surtout. L'aréna donc est réouvert. On est en ce moment au stade de baseball parce que les séries seniors se poursuivent. L'équipe locale est en finale et ça va très bien. Donc, manquez pas ça. Cette semaine, il y aura aussi une partie. Sinon, bien, on profite des derniers moments, puis il y a des belles choses qui s'en viennent aussi au mois d'octobre. On se reparle au début du mois d'octobre. Le club du Berry-UBGM a souligné la performance des équipes de baseball mineur de Trois-Pistoles. Félicitations à la relève. Mesdames et messieurs, en fin de semaine a eu lieu le championnat provinciaux et pour l'équipe Les Héritiers de Trois-Pistoles de la catégorie 13 UB. La première rencontre s'est terminée par une victoire contre Sherbrooke. Par la suite, le parcours s'est poursuivi en demi-finale contre les Arches de Lachine après un pointage serré en troisième manche. L'équipe a toujours su se relever plus forte et plus unie que jamais pour soutirer la victoire. Pour la finale, l'équipe a gardé son sang-froid pour remporter la victoire 10-5. Leur victoire est le fruit d'un travail acharné, d'une passion sans borne et d'un esprit d'équipe exceptionnelle. Pendant ce temps, à Trois-Pistoles, se tenait le championnat super régionaux 11 UB de Baseball Québec. Nos héritiers ont bien défendu leur couleur avec une fiche de 2 victoires et 1 défaite, les menant à la finale de bronze. Ils ont remporté leur finale par le compte de 5-4 contre le Laurier de Victoriaville. On demanderait à quelques joueurs qui étaient présents ce matin pour l'équipe 11 UB de bien se présenter au monticule. Bien, mesdames et messieurs, on peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Le 26 août dernier, les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant présentaient la programmation du Rendez-vous des Grandes Gueules qui se déroulera du 4 au 12 octobre. En voici un extrait. Puis aujourd'hui, on va lancer notre programmation officielle. Je vous présente la grande tablée. La tablée des honneurs. Plus que les honneurs, c'est le travail aussi. Donc, Madame la Présidente, à ma droite, Isabelle Moffett, et Monsieur le directeur artistique. C'est rare que artistique, c'est rare que je dis monsieur. Vous, Monsieur Maurice Vanet, qui est le fondateur du festival. Le festival aura lieu du 4 au 12 octobre prochain et je cède la parole à la présidente. Bonjour. Ben, ça me fait plaisir d'être là pour ma troisième C'est ta troisième, édition, hein, ouais? En tant que présidente. Donc, moi, je vais vous présenter ceux qui travaillent très fort toute l'année. Ben, en fait, il y a Gabou qui travaille très fort toute l'année et qui se joint à elle Marianne, qui est ici, le gilet jaune, Marianne Dubé, Maxime Gagnon-Gauthier, qui est derrière le bar, et Laurence Deslauriers-Chouinard, qui est ici aussi derrière le bar. Donc, c'est l'équipe qui travaille au festival. Qui travaille toute l'année, le conseil d'administration aussi. Donc, Cindy Larouche, qui est là, ici. Jérémy Baudry, Stéphanie Baudouin, Stéphane Lagacé, qui est ici aussi.
Émilie Parent-Watt, Myriam de Gaspé et moi-même à la présidence. Donc, on travaille fort pour que ce soit encore un bel événement qui rejoigne la population, qui s'épivarde partout sur le territoire pour donner envie à d'autres clientèles, à d'autres publics d'aimer le conte et de venir plus à nos événements ici à Trois-Pistoles. La formule, c'est qu'il y a des collectifs tous les soirs, c'est-à-dire que en termes du métier, on appelle ça des cabarets, où viennent compter plusieurs artistes et qui nous font une petite sauce à spaghetti tranquillement ensemble. Donc, les mercredis soirs, les jeudis soirs, vendredis soirs et samedis soirs, ce sont des collectifs. En général, de 6 à 8 conteurs-conteuses qui viennent. Donc, il y aura André Lucas, Guillaume Bouliane, qui nous vient du Nouveau-Brunswick, qui est venu déjà plusieurs années. C'est celui qui s'effoirait sur la scène. Là. Ah oui! Mémorable. Oui. Patrick Dubois, Yoda Lefebvre, Jenny Laguerre, et nous avons aussi le plaisir de recevoir une artiste multidisciplinaire qui est une Wolastoqier, Ivani Aubin-Malo, qui est à la fois danseuse et qui se lance aussi dans le conte. Le jeudi soir, spectacle de poésie, c'est un ensemble, un package deal qu'on a eu, Demain l'hiver. Un cabaret poétique et musical qui va présenter les plus grandes œuvres poétiques du Québec. Donc, ça va être super intéressant. La veillée de la francophonie, notre veillée du vendredi soir. Et effectivement, c'est une veillée de la francophonie. Il y a Sabrina Chezo, une Française, qui vient. Il y a Hamdan, qui est déjà venue ici, une conteuse marocaine qui compte des contes traditionnels du Maroc. Mafan, qui est venue aussi plusieurs fois, qu'elle est d'origine de la Réunion. Jenny Laguerre, Paul Bradley, lui, je ne sais pas de ce qui vient. Waterloo. Et Fano Madix, notre fabuleux conteur acadien. La grande veillée du conte, ça c'est le samedi soir. On a le plaisir de recevoir cette année Armel et Peppo Odigan, qui sont des conteurs roms, tziganes. Charlie Mulot, Nadine Wash, François Lavallée, je ne sais pas si vous le connaissez, lui. Un des meilleurs, le favori de madame. Martha Saenz de la Calzada, Mathieu Barrette, Virginie Komaneki qui nous vient de France, Mallory Wenda Picard, une conteuse Wendat. Et donc, ça, c'est pour les soirées cabaret. L'autre soirée, c'est la soirée de clôture. Cette année, c'est le nouveau spectacle de Nadine Wash. Si vous le permettez, je vais lire ce qu'elle nous a envoyé comme description. Ben, c'est une partie. Des contes qui me hantent. Ces histoires débridées sont peuplées de chevaux. Ça s'appelle cavale. Excusez-moi. Donc, ces histoires débridées sont peuplées de chevaux, de femmes, d'hommes et de créatures. Je les monte à cru, debout face au vent, me cache dans leur crinière et m'abreuve de leur sueur. Donc, c'est le spectacle de clôture. Ça nous promet vraiment de belles cavalcades. Nadine Wash est une conteuse qu'on adore, d'une énergie sans borne et d'une imagination sans borne aussi. Tous les détails de la programmation sont sur le site web, ou en tout cas en train de se faire avec nos petites abeilles qui travaillent fort à mettre tout en ligne. Et sur le site rendez-vous-des-grandes-gueules.com. Et vous pouvez nous suivre également sur Facebook ou Instagram et utiliser le mot-clic RVGG. Assez simple. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Le club de baseball Berube-GM de Trois-Pistoles a remporté le championnat de la Ligue senior de baseball Puribec en battant les braves Batitech du Témiscouata. Bravo à nos champions.
Non? Bon? Et une bonne ligne d'applaudissements. On peut l'appeler M. Baseball Québec, sont là, c'est une référence surtout. Félicitations, Stéphane! Bon, OK, là, je vais demander capitaine ou un représentant de l'équipe de l'UBGM de s'avancer. On demande à Thomas, il y a Sam, félicitations de l'UBGM de Trois-Pistoles, les gars! Juste avant de finir, je remercie tout le monde de la 47e année. Puis encore une fois, on a eu des baseball, puis couronnier avec des champions. On va les remercier, vous le méritez! Comme vous l'avez sûrement remarqué, la TCBH a renouvelé son image de marque. Nous vous invitons à parcourir notre site web au tcbh.tv. C'était l'essentiel de nos nouvelles pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et c'est Luc Caron qui vous souhaite une bonne journée et qui vous invite à être des nôtres la semaine prochaine.